Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro des LTP Demande Conseil. Quel bonheur de vous retrouver pour ce nouveau numéro des LTP Demande Conseil. Et un nouveau numéro dont le sujet est de mon point de vue hyper important et primordial dans nos pratiques, dans ma pratique du trail running et de l'ultra trail, qui est la planification, les principes de base de la planification d'une saison en trail. Alors vous allez l'entendre, on ne va pas rentrer vraiment dans les détails de tous les cycles à mettre en place dans cette planification. Par contre, on va parler des bienfaits de la planification et de la sélection de ces objectifs avec ni plus ni moins que notre maître à tous, Pascal Balducci. Et nous avons été accompagnés dans cet épisode par un Patreon, un fidèle Patreon, en la personne de Romain Guyot, que je salue et que je remercie. Et d'ailleurs j'en profite pour saluer les quelques nouveaux Patreons qui nous ont rejoints ces derniers temps, en la personne de Laetitia et Paul Vattez. Je vous salue tous les deux et je vous remercie pour votre participation au LTP et pour votre soutien. Allez, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je vous laisse profiter de ma conversation sur ce sujet ô combien important avec Pascal Balducci et Romain Guyot. Je suis avec Romain Guyot et Pascal Balducci. Salut à tous les deux, comment allez-vous? Salut, ça va et toi? Ça va super. Salut Pascal, comment ça va? Salut Nicolas, très bien, je te remercie. Donc avant de commencer, je souhaitais une nouvelle fois, comme il est de coutume dans les LTP Demande Conseil, présenter un Patreon qui me suit depuis quelque temps déjà. Romain, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs, s'il te plaît? Donc, je m'appelle Romain, je viens de Saint-Étienne. Je suis trailer régulier, je cours 5-6 fois par semaine. Et sinon, dans la vie, je suis enseignant en informatique. D'accord. Alors, juste avant de commencer l'épisode, il faudrait quand même que tu nous partages un petit peu cette expérience lors de la dernière Saint-Élion qui est non loin, le parcours est non loin de ton lieu d'habitation, mais tu as eu un résultat un peu particulier. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'est arrivé? Ouais, alors la Saint-Élion, c'est une course un peu particulière pour moi parce que elle passe juste devant chez mes parents, donc je la regarde depuis que je suis tout petit. Et là, pour la troisième fois, je l'ai faite cette année, mais je me suis beaucoup plus entraîné que les autres années, donc je suis parti avec une cote Titra qui était enfin, faible, qui était moins importante que la cote que j'ai, donc je suis parti fin de deuxième vague, donc 2500e à peu près, et j'ai rattrapé tout le retard que j'avais pour arriver finalement à Lyon 51e. Voilà, donc 51e, ça nous a fait beaucoup rire dans le groupe des Patreons parce que 51 c'est un chiffre qui est très important pour nous les Provençaux, hein, je ne vais pas vous dire pourquoi. Donc bon, pas très compatible avec le trail, mais parfois ça fait du bien. Donc bravo Romain pour cette performance. Est-ce que tu peux un petit peu nous Merci. raconter dans les grandes lignes un peu cette course, comment ça s'est passé pour toi? Eh ben, cette année déjà, c'était une année de neige, donc on avait la neige au départ et elle nous a suivis pratiquement jusqu'à Lyon. Moi, c'est des conditions que j'aime bien, que j'ai l'habitude de pratiquer. Donc, ça glissait un peu, mais il fallait juste bien être équipé. Et non, ça a été une course où j'ai bien géré grâce aux demandes conseils. C'est vrai? Ah, J'ai bien ça me réussi touche. à gérer mon alimentation. Je trouve que c'est le plus dur quand même sur du long. Ouais. Gérer l'alimentation, c'est vraiment une fois qu'on a fait toute la prépa avant comme il faut, l'alimentation sur la course, c'est ce qui est le plus difficile à gérer pour pouvoir la finir. Et non, j'ai bien pu gérer mon alimentation pour pouvoir aller au bout de ce que je voulais. Donc, euh, donc non, non, là, c'est super bien passé avec des conditions qui étaient très bien pour moi, du froid, mais avec des bons habits, ça suffit. Bon, cool. Alors moi je l'ai jamais faite la Saint-Élion. Je t'avoue que l'année prochaine j'essaierai d'y aller faire un saut, peut-être pas pour la courir, mais au moins pour voir un petit peu l'ambiance. Donc bravo Romain, bravo pour ça et surtout merci pour ton soutien. Je veux rentrer dans le détail, dans le sujet, dans le vif du sujet, Pascal et Romain. J'ai souhaité faire appel à toi, Pascal, et à toi, Romain aussi, pour parler de la planification des saisons, qui est un sujet hyper important de mon point de vue.
Et surtout, en ce qui concerne le fait qu'aujourd'hui, dans le trail, on en a parlé à de nombreuses reprises, Pascal, on a pléthore de dates, que ce soit l'été, l'hiver, alors un petit peu moins l'hiver, mais on en a quand même pas mal. Et donc, on voit beaucoup d'exemples autour de nous de gens qui font du trail toute l'année sans forcément planifier ça et sans forcément faire de pause. Alors, du coup, j'ai souhaité faire un épisode un peu pour que tu nous expliques les raisons pour lesquelles il est bon de faire de faire des pauses et de faire des planifications bien établies au sein de la saison. Est-ce que toi, tu peux déjà nous donner ton point de vue par rapport à cet aspect de planification des événements? Ben, c'est vrai que c'est une problématique qui est un petit peu née avec l'avènement et le développement du trail. C'est-à-dire auparavant, en course à pied, on avait des saisons bien marquées, c'est-à-dire avant le trail, hein. Il y avait une saison hivernale généralement, dévouée au cross-country. Là, je parle pour les coureurs licenciés et cetera. Et puis ensuite, on avait une saison piste ou route et les 2 étaient bien marqués, donc obligatoirement, il y avait une planification qui était dédiée à ça. Il y avait pas de course comme actuellement du 1er janvier au 31 décembre. Là, on peut courir absolument toute l'année. Ce qui est alors non seulement on peut courir toute l'année, mais en plus, il y a une multiplication d'épreuves avec le trail, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc on peut courir, par tout temps, toute température, et ne jamais s'arrêter. C'est ce que font certains et ce n'est pas une pratique qui est très, prophylactique. C'est-à-dire qu'on va rapidement dans le mur ou alors on n'exprime pas pleinement son potentiel. Pour ceux qui arrivent à tenir le coup quand même, c'est-à-dire à courir tout le temps, bah, ils sont toute l'année à 80 au lieu de pouvoir être sur certains objectifs, bah, comme Romain à la Saint-Élion par exemple, à 100 de ses capacités et vraiment du coup se faire plaisir. Enfin, c'est un peu le but à partir du moment où on met en place un entraînement structuré, la planification, on va voir que c'est la première étape et qui est vraiment indispensable. Romain, ton point de vue sur ce sujet, toi, tu planifies, comment ça se passe pour toi de manière générale? Ben, j'essaye de mettre des objectifs principaux, un ou deux. Moi, je fais du format 80-100 km et ensuite je prépare enfin, j'essaye de préparer ma saison en fonction, ouais. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de courses et puis chaque course a l'air intéressante, donc c'est compliqué de mettre des temps de repos après chaque course importante et de savoir si ce temps est suffisant, s'il faut mettre plus de temps, c'est quand même compliqué, je trouve. Mmh. Donc c'est Ouais. Moi, j'ai commencé le trail en 2012 et c'est vrai que cet aspect planification, c'était pas quelque chose qui était important chez moi. J'allais un petit peu de partout, alors j'ai jamais fait des trop gros objectifs, donc c'était pas trop problématique, mais au fur et à mesure que les distances s'allongent, effectivement, je pense qu'il y a quand même une certaine réflexion. Et puis aussi, quand on vise un peu la performance, il y a une certaine réflexion de hiérarchisation et de surtout de planification dans le temps. Pascal, quels sont les 2-3 risques à ne pas planifier correctement une saison? Bah, ce qu'on a dit un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire avec la surcharge, on va dire, de courses, donc surcharge enfin, d'entraînement et de course, donc de distance, de dénivelé, et cetera. Il y a un risque de blessure déjà, premièrement, hein, un risque structurel, quoi, c'est-à-dire de blessures dites de répétition, c'est-à-dire tendinite, problèmes articulaires, et cetera. Ça, c'est la première chose. Il y a un risque aussi, bah, si on se blesse pas, on va dire, déjà d'addiction aussi. C'est important de couper pour pouvoir, reprendre du recul sur son activité et voir les choses un petit peu différemment. Donc il y a un risque de burn-out, tout simplement aussi et il y en a énormément en trail, hein, on se rend pas compte parce qu'il Hmm. y a beaucoup de pratiquants maintenant. On est plus d'1 million de pratiquants en France, juste de cette activité-là, et beaucoup sont quand même en surcharge de courses, de kilomètres, de voilà et parce qu'ils rentrent dans un phénomène addictif et alors que si on a planifié au début, ça va être vraiment extrêmement important d'un point de vue mental, parce que c'est le début de la préparation mentale aussi, hein, quand je commence à planifier. C'est-à-dire que je me prépare pour telle ou telle course, ça c'est important. Et puis, aussi pour préserver son intégrité physique et puis continuer à progresser d'année après année. Et quand on regarde, par exemple, parmi les trailers actuels, je parle d'ultra, qui étaient déjà présents il y a 10 ans, ils sont pas tant que ça, en fait. Et quand on regarde, ben, comment ils ont géré toute leur saison, ça nous donne des informations assez importantes. C'est assez rare finalement ceux qui ont fait que courir. Alors il y en a quelques-uns, mais ça reste des exceptions et il faut surtout pas s'en servir de modèle sur ceux qui ont accumulé énormément d'ultras et qui ont pas vraiment planifié, qui sont allés courir un peu dans le monde entier. Il y en a quelques-uns, mais ça reste des modèles et ce ne sont pas les plus performants en tous les cas, pour le moment, quoi. Mmh.
Et, est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi, ma question vient naturellement, là, si on planifie sa saison, c'est qu'à un moment donné, on aura des périodes de creux, il y a pas un risque aussi de désentraînement et de perdre tout ce qu'on avait acquis lors de notre préparation? Alors, il y aura toujours dès qu'on aura des phases de on va parler des phases, hein, dans la planification, donc des phases de préparation et donc des phases de repos. Dès lors qu'il y a repos, il y a des entraînements. De toute façon, d'un point de vue biochimique, à partir du premier jour de non-entraînement, on peut dire qu'il y a des phénomènes de désentraînement. Mais ce désentraînement-là, il est nécessaire parce que notre fonctionnement, il est cyclique. Quand dans la planification, alors là, on va peut-être pas rentrer dans ce détail-là aujourd'hui, mais quand on parle de mésocycle, de microcycle, de macrocycle, et cetera. C'est basé aussi sur notre fonctionnement à nous, humains, c'est-à-dire notre fonctionnement hormonal, psychologique, qui est basé aussi sur des cycles. Et donc on peut pas être il faut faire le deuil d'une progression constante et continue. Ça, c'est impossible parce que sinon on serait tous champions du monde si on pouvait tous progresser en permanence. Non, il y a nécessité en fait d'alterner des phases de travail avec des phases de récupération, régénération qui vont permettre d'assimiler et ensuite de surcompenser, c'est un phénomène qui est réel d'un point de vue physiologique, surcompenser pour pouvoir aller encore plus haut, augmenter son niveau de potentiel, dépasser certaines croyances limitantes aussi d'un point de vue mental et ainsi de suite. Donc on peut fonctionner que par cycle en fait, des cycles de travail, des cycles de repos, des cycles de travail, des cycles de repos et avoir une croissance comme ça, de plus en plus importante. On en a souvent parlé quand on a parlé d'entraînement ici, du principe de progressivité. Bah, ce principe-là, c'est le premier principe d'entraînement qu'on doit mettre aussi en œuvre dans sa planification, en nombre de compétitions et de respect justement de cette alternance des sollicitations entre le travail et le repos. Alors le repos, on verra, il peut avoir mille et une formes, hein, c'est pas obligatoirement un repos passif, une coupure passive, mais en tous les cas, il y a besoin de donner à l'organisme des signes, d'arrêt pour qu'il puisse justement, récupérer, surcompenser. Donc oui, il y a des entraînements, mais ce désentraînement, il est nécessaire, il est même vital pour continuer à progresser et continuer à accumuler des saisons et en préservant son intégrité physique et en continuant à progresser. Romain, toi de ton côté, tu coupes, tu disais tout à l'heure que tu planifiais, mais tu coupes, tu fais des vraies coupures pendant l'année ou pas? Derrière une grosse course, déjà, je m'arrête au moins une semaine. Mhm. Et derrière, je fais un mois plus tranquille où je fais beaucoup de vélo. Euh, et euh, et j'essaye ouais, de réduire ma charge de manière importante ouais, pendant un mois. Là, c'est le mois de décembre, là, depuis la Saint-Élion. Je cours beaucoup moins je rattaquerai en janvier, quoi. D'accord. Pascal, comme tu le disais, on va pas rentrer dans le détail précisément des macrocycles, des mésocycles, etc. Mais on va plutôt se concentrer sur pour moi, ce que j'appelle les blocs. Est-ce que tu pourrais nous décrire assez facilement, qu'on puisse identifier les différents blocs qu'on doit mettre en place dans le cadre de la préparation d'une saison, sur un Mmh. objectif particulier? D'accord. Alors la première chose pour prendre encore plus de recul, quand on parle de planif, on n'est pas non plus obligé de s'arrêter dans le cadre de l'année. C'est-à-dire on peut faire du multi-saison, c'est-à-dire, je sais pas, par exemple pour, Romain, qui fait actuellement des 80, peut-être un jour son rêve ou pas, hein, parce que, faire mieux, enfin ou progresser, c'est pas nécessairement faire plus de kilomètres et de dénivelé. Ça peut être simplement, par exemple, bah, sur une Saint-Élion, tu as fait tel niveau de performance, qui est déjà excellent, bah, c'est de faire encore mieux sur cette même course, sur cette même distance et sur sur ce type de distance 80 kilomètres, continuer à progresser. Ça, je pense que ça fait partie de c'est une sagesse que beaucoup n'ont pas, que certains ont. Je pense à Manu Messa, par exemple, qui a déjà gagné à Saint-Élion, mais c'est vraiment la Mm. plus grande course qu'il ait pu faire. Sinon, il est spécialiste, on va dire, des 30-40 kilomètres course de montagne et ça lui va très bien comme ça et il est devenu expert dans ce type de distance, donc ça, c'est important. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut se projeter sur plusieurs saisons, ça me paraît important parce que, il y a une inertie des processus d'apprentissage, d'entraînement qui est longue en trail comme dans beaucoup de sports, mais il y a beaucoup de paramètres sur lesquels on doit travailler, qu'ils soient, cardiovasculaires, techniques, musculaires, mentaux, ouais, il y a beaucoup enfin nutritionnels, tu en as parlé tout à l'heure et c'est important parce que tu as raison, c'est la clé en fait, enfin, c'est une des clés, ou au moins une des fermetures à la performance, donc Mhm. tout ça, c'est important et tout cet apprentissage-là demande du temps. C'est-à-dire ne serait-ce que sur une stratégie nutritionnelle,
c'est pas quelque chose qu'on peut acquérir en une année, c'est impossible. Je vois certains athlètes, moi, c'est 7, 8 ans parfois avant d'être au point d'un point de vue nutritionnel et encore en se posant constamment les bonnes questions parce que, ça comment on va dire? Son organisme évolue aussi à l'effort et généralement d'ailleurs pas obligatoirement en très, très bien, c'est-à-dire on va plutôt se fragiliser d'un point de vue intestinal et cetera. Donc tout ça, ça demande du temps, donc on peut se projeter en effet sur plusieurs saisons. Voilà. Après, si donc c'est-à-dire un UTM si imaginons que tu veuilles faire un UTMB, bah, ça peut te dire, bah, peut-être voilà dans 2 ans ou 3 ans, je prépare ça, donc là je vais faire, du coup ta planification, bah, tu vas la prévoir plutôt sur 3 ans que sur 1 an avec des étapes, qui vont t'amener progressivement, bah, à pouvoir, encaisser une durée d'effort correspondante à celle de l'UTMB, ça peut être ça. Ensuite, sur une saison, alors on va revenir à des choses très classiques en termes de préparation et qu'on va retrouver dans quasiment tous les sports, mais c'est les durées et la répétition de ces périodes qui va changer selon les activités. C'est d'abord la période de préparation générale, alors donc on appelle PPG, mais qui est à différencier de la PPG aussi, comme on l'entend, de préparation physique, voilà, avec des exercices, un peu de muscu, et cetera. Là, c'est un peu différent. Simplement, cette grande période de préparation physique générale, qui doit être en fait, et ça ne l'est plus malheureusement, mais qui doit être à la base la période la plus longue dans parmi les périodes de préparation de l'année. C'est-à-dire généralement, c'est au moins 3, 4 mois qui doivent être dévolus à la préparation physique générale. Alors selon son type d'activité, le contenu de cette période peut varier selon les athlètes et selon ce qu'ils ont fait aussi auparavant. Toi, par exemple, on va prendre ton exemple romain, puisque tu as terminé sur une épreuve longue, c'était combien d'heures, par exemple, à la Saint-Élion, pour toi? Là, 7h30 Voilà. et en fait, j'avais mis 10 heures l'année précédente. Ah oui, d'accord, ouais, OK. Donc tu termines quand même sur une épreuve relativement longue, dans la préparation, tu as peut-être, passé un peu plus de temps justement sur développer cette capacité aérobie, sur, peut-être de l'entraînement croisé et cetera. Donc il y a certainement une nécessité, par exemple, de redévelopper le côté puissance aérobie, donc avec, travail à VMA, PMA, peut-être aussi redévelopper, la force max, un peu d'endurance de force. Voilà, tout ça, c'est des activités qui peuvent se retravailler, durant l'hiver, donc enfin, au moins quand tu vas reprendre en début de l'hiver, dans un premier cycle de préparation générale, tu reprendre un peu les fondamentaux, reprendre de la vitesse, reprendre de la force, parce que tout ça, ça s'est émoussé aussi au long de la saison précédente, donc ça peut être ces activités-là. Après, on rentre la deuxième grande période, ça va être une période, de préparation, qu'on va appeler spécifique. C'est là, on va commencer à plus redévelopper les qualités spécifiques au trail, donc en termes de technicité, en termes de dénivelé, c'est-à-dire dans la période de prépa générale, finalement, on peut se passer, si on est en plaine et cetera, de mettre beaucoup de bosses. C'est pas, un travail, obligatoirement fondamental. On peut en garder un petit peu, monter, descendre, très bien, mais on peut aussi s'en passer parce que ça fait du bien ensuite, de varier un peu les activités puis d'y revenir plus tard. Par contre, dans la période spécifique, c'est-à-dire qu'on va commencer à approcher les compétitions, là, c'est clair qu'il faut réintroduire du dénivelé, il faut réintroduire la technicité, on va remettre du travail de descente, on va remettre du travail à intensité spécifique. Il y a un peu toutes ces choses-là qu'on va retravailler. Et puis, on va normalement, logiquement, on va aussi augmenter les intensités de travail. C'est-à-dire dans la première période de prépa générale, on a un volume qui va croissant, c'est-à-dire une charge de travail qui va croissant, mais à l'intérieur de cette charge de travail, on a plutôt le volume qui augmente avant l'intensité. L'intensité va un peu plus doucement, enfin, sauf si on travaille un peu plus la VMA, et dans la deuxième période, les intensités, se rapprochent en fait de l'intensité spécifique du type de course. Alors selon qu'on fasse, montagne, trail court, ultra, c'est pas la même chose bien entendu. On se rapproche un petit peu de ça. On va peut-être remettre du coup plus de croisés parce que ça dépend l'hiver où on habite, si on peut en faire ou pas en faire, mais on peut aussi, travailler là-dessus. Et puis après, on approche de la période, dite, compétitive. Mais bien entendu, on a pu mettre quand même des petites compétitions, De même alors au niveau de préparation. la PPG, si on peut ne pas en mettre, si on peut pas mettre de compétition pendant 2, 3 mois, c'est quand même vraiment très bien, quoi. Mhm. C'est vraiment top parce qu'après, il faut vraiment qu'il y ait une véritable envie de remettre un dossard. Ça, c'est quelque chose que chaque athlète doit ressentir, c'est-à-dire Mhm. cette envie d'aller mettre un dossard et de se faire plaisir, quoi, d'aller aussi, enfin affronter, entre guillemets «les autres», s'affronter soi-même et puis, voilà, se remettre un peu,
un petit peu en danger avec la compétition. Ça, c'est important. Donc, si on peut pendant 2-3 mois ne pas en mettre du tout, c'est parfait. Après, ben, il y a là, dans la période dite spécifique, il y a des courses de préparation qui peuvent commencer à rentrer. Et puis après, on arrive dans la période dite compétitive, en fait, hein, où les compétitions vont un peu s'accumuler avec un rythme, on va en reparler après, différent selon ses spécialités. Et puis, bien entendu, avant chaque compétition, on aura toujours une période d'affûtage qui va dépendre encore une fois aussi de la compétition. Et puis, après chaque compétition, une période dite de récupération. Et puis, au niveau annuel, alors, selon aussi ce qu'on fait, mais si on fait de l'ultra, c'est bien d'avoir une coupure annuelle qui aille jusqu'à 3 semaines, un mois, ça me paraît essentiel. Alors avec aménagé, bien entendu. Et puis pour ceux qui sont plus courts, ça peut être 2 coupures de 15 jours ou des voilà. Et puis il peut y avoir aussi des micro-coupures, bien entendu, tout au long de l'année, au besoin, quoi. Voilà. D'accord. Faut pas que c'est un cadre, mais à l'intérieur de ce cadre, il faut se donner aussi le loisir de pouvoir, ajuster en fonction de son ressenti, de ses fatigues ou au contraire de ses états de forme, et cetera. Donc, si je comprends bien, on a dans un premier temps une période de préparation physique générale qui va plutôt soigner la cylindrée, hein, Ouais. remettre le moteur en route Mmh. en ressollicitant, on va dire plutôt Ouais. les aspects cardio. Et puis, Ouais. dans un deuxième temps, on sera plutôt sur quelque chose de plus spécifique au trail avec du travail en montée, du travail en descente, des courses de préparation. Et puis ensuite, on a une période où, juste avant la compétition, on réduit un peu la charge pour être Exactement. en forme lors de la Mmh. compétition et ensuite une période de récupération. C'est comme ça, toi, Romain, que tu procèdes? J'essaye du moins. C'est compliqué, je trouve, d'avoir une vision globale, mais l'idée, ouais, j'essaye de faire quelque chose comme ça. Après, j'étais au moins précis que ce qui vient d'être dit, mais dans l'idée, oui. Tu as combien d'épreuves chaque année? Par exemple, sur l'année 2021, tu as fait combien de courses? Est-ce que tu t'es servi de courses plus courtes pour faire ta préparation? Non, j'ai fait que 3 courses, donc 2 objectifs principaux et une de préparation. J'ai fait la CCC, la Saint-Élion et un 30 km en préparation de la Saint-Élion. D'accord. C'est tout. C'est les seuls dossards que j'ai mis. Bon, après, j'avais voulu en mettre en début d'année des dossards, mais j'avais pas réussi à trouver des courses. Donc cette année était un peu particulière aussi. Ouais. Oui, c'est vrai. Parce que sinon, c'est plutôt exceptionnel d'avoir que 3 courses dans l'année. C'est le cas, très, très rare. On rencontre plutôt le contraire normalement. Ouais, c'est Donc, clair. Pour en revenir un petit peu au temps de ces blocs-là, on va dire la préparation physique générale, tu as dit 2 3 mois, 5 mmh, courses à l'intérieur de préparation. Combien de temps mmh. dure la préparation spécifique? Alors, chaque fois dans les périodes que j'ai décrites, c'était de la plus grande à la plus petite en fait, Hmm. et puis dans l'ordre aussi chronologique. Mais on peut imaginer aussi, par exemple, que si on se fixe un objectif, à mi-saison important, je sais pas, ça pourrait être un objectif, je dis n'importe quoi, par exemple en juin, le marathon du Mont Blanc ou le 90 du Mont Blanc, c'est son gros objectif. Eh bien, on peut très bien faire, une planification avec, les périodes qu'on a décrites, c'est-à-dire PPG, PPS, puis période compétitive et on arrive au 90 du Mont Blanc qui est le premier objectif de l'année, faire une coupure et repartir sur une deuxième partie de saison avec par exemple la Saint-Élion en fin d'année ou la Réunion ou je sais pas, tu vois? Il peut y avoir des choses comme ça. On peut très bien imaginer 2 fois ce schéma-là de planification sur une saison Et tu es obligé de et dans les reprendre la PPG alors, on du peut en début? remettre un petit peu, c'est intéressant puisque Ouais. vu qu'on a fait une coupure après, par exemple, un 90 moments, qui est une épreuve extrêmement exigeante, on peut très bien avoir une coupure derrière de 15 jours, 3 semaines et du coup, bah, tu as parlé toi-même de désentraînement, c'est une réalité. Donc ça veut dire qu'il va falloir reprendre alors ça sera pas les mêmes, contenus que ce qu'on a fait avant, enfin, ça sera un petit peu différent toujours, mais en tous les cas, on peut repartir sur une phase en effet alors qui sera plus courte cette fois, mais de 1 mois et demi, enfin au moins 1 mois de préparation générale encore derrière, quoi. Ça, c'est important. Après tout dépend où on en est, de ce qu'on a fait, de ce qu'on a perdu en termes de qualité, donc d'où la nécessité de repasser par des évaluations aussi quand en début de saison pour savoir, ce sur quoi on doit travailler aussi, hein. Ça dépend de ses points forts, points faibles et ce qu'on a à bosser pour progresser par rapport à ses objectifs, ouais. Donc les Mais contenus varient d'un individu à un autre quand même. Vas-y, Romain. euh, vous venez de parler de faire des évaluations en début de cycle. Est-ce qu'il faut en faire aussi en fin de cycle pour voir si on a acquis tout ce qu'il fallait? Et si jamais on n'a pas acquis ce qu'il fallait, est-ce qu'on rallonge ces périodes, quitte à faire du spécifique moins longtemps ou pas?
Alors c'est une bonne question. Alors oui, il faut faire en tous les cas des évaluations en fin de cycle, voire en milieu de cycle, si les cycles sont assez longs. Toi, si on part sur un cycle de redéveloppement de la VMA, ça peut être 2 mois quand même de travail. Parce qu'il faut savoir déjà que dès qu'on veut travailler une qualité, c'est au moins, faut au moins attendre 3 4 semaines de travail avant de voir les premiers effets. Sauf si on part vraiment de zéro, là, ça va un peu plus vite. Mais c'est 3 4 semaines pour les premiers effets. Donc pour un cycle vraiment avec un objectif de développement, ça peut être 2 mois de travail. Donc c'est bien de faire en effet une évaluation en fin de cycle, si possible dans les mêmes conditions, voire en milieu parfois, ça dépend, le temps qu'on a. Après, alors c'est ce qui est plus difficile, c'est d'évaluer si c'est suffisant ou pas, quoi, parce que ça dépend, au regard de quoi. Et Mhm. puis Tout est après, il y a relatif. certains, voilà. Et puis il y a tellement de choses à développer, que parfois, ben, peut-être c'est simplement dans l'entraînement qui va suivre de mettre, bah, peut-être un peu plus de piqûres de rappel de VMA, si on parle de VMA par exemple ou de PMA, de garder du coup une attention encore particulière là-dessus si on a l'impression qu'on peut encore le développer un petit peu plus. Mais il faut pas que ça soit aux dépens des autres qualités, qui vont être utiles et peut-être certaines encore plus utiles à la performance, dans ces courses, quoi. Mmh. C'est là où c'est délicat en trail, hein, tu le vis tous les jours, Pascal. Mmh. Arriver à développer la multitude de qualités qui permettent de performer Ouais. d'arriver à tenir le coup en ultra, par exemple. Il y en a Mmh. tellement. Là, on va se limiter à l'aspect physique, hein, pas tellement matériel et Mmh. stratégique, mais l'aspect physique, il y en a tellement en même temps que, en fait, c'est un peu délicat d'arriver à s'y retrouver dans quelle qualité on doit travailler, à quel moment. Ça, c'est vrai que c'est un peu dur. Exactement. Alors ça peut être le rôle de l'entraîneur, bien entendu. Enfin, normalement, oui, mais c'est aussi important que l'athlète soit en mesure d'analyser aussi lui-même, ce qu'il peut, repérer comme étant un point faible. Alors toujours par rapport aux autres et par rapport à son objectif et du coup de travailler un petit peu plus dessus. Mais après en physiologie comme, bah, oui, particulièrement en physiologie et quelles que soient les personnes ou même les animaux, j'allais dire, c'est une constante dans le règne animal. Quand on travaille sur une qualité, c'est toujours aux dépens d'une autre. Enfin, quand je dis aux dépens, il y a aussi parfois travailler une qualité développe aussi en même temps les autres, mais peut-être un petit peu moins que si on s'était concentré uniquement sur cette qualité. C'est-à-dire si je travaille par exemple sur ma vitesse à VO2 max, donc ma VMA, je vais aussi améliorer quelque part mon endurance, etc. Mais moins que si je me concentrais uniquement par exemple sur mon indice d'endurance et ainsi de suite. En développant même en travaillant par exemple à intensité basse, je développe aussi quelque part mon VO2 max, mais ça plutôt pour les débutants. Après, si je fais que travailler à 70%, le 100% que j'avais avant, il va diminuer, enfin, et ça sera un 100%, mais qui sera plus bas, et ainsi de suite, quoi. Donc il faut toujours, on a plusieurs curseurs. Bouger un curseur, ça fait bouger un petit peu les autres, mais si on travaille que sur un curseur, les autres, au bout d'un moment, ben, ça baisse, quoi. Et ainsi de suite. Donc c'est très compliqué d'amener tous les curseurs au maximum, au même moment. Et c'est pour ça que ça prend des années de travail, très souvent, pour arriver à ça. On le voit, chez nos jeunes, hein, que, parfois ça se débloque au bout, voilà, 4 ans, 5 ans de travail et on s'aperçoit qu'ils ont encore une marge importante, et encore beaucoup d'années pour développer plein de qualités. Donc il faut vraiment prendre son temps en tous les cas et quand on prend le temps du développement, c'est aussi très gratifiant quand même de voir les progrès qu'on peut avoir régulièrement comme ça, année après année, quoi. Et c'est pas limité qu'aux jeunes. Je pense que les Mhm. personnes qui débutent l'activité, qui n'ont pas trop d'expérience, ils ont un champ de progression qui est immense s'ils brûlent pas trop les étapes, justement, et s'ils planifient. Voilà, il faut savoir être patient parce que finalement une saison ça passe vite, et parce que si on prend le temps de bien préparer les courses et de bien les récupérer après, ben finalement on n'en met pas beaucoup des courses dans l'année. Donc il faut faire des choix et choisir c'est renoncer. C'est-à-dire qu'en choisissant, ben, on renonce aussi à aller se faire plaisir à des tas d'autres courses un peu à droite à gauche. C'est souvent la problématique aussi parmi les élites, c'est-à-dire qu'ils sont invités un peu dans le monde entier à aller courir et certains perdent un peu leur âme à droite à gauche en répétant un peu trop de courses, Mhm. quoi. Et des courses qui parfois n'ont pas un niveau de performance non plus extraordinaire. Mais voilà, il y a cette fatigue quand même de l'épreuve, il y a la fatigue du voyage et tout ça qui s'accumule. Et puis, ben, quand il faut être performant sur des courses clés, parfois c'est plus compliqué, quoi. Voilà. C'est là où on trouve l'intérêt aussi de bien choisir ces événements, Mm. parce qu'on peut axer sa préparation sur des qualités requises pour cet événement en particulier aussi. C'est Mm. rassurant aussi d'un certain aspect. Ouais. Par exemple, si on prépare les Templiers, on va pas se préparer de la même manière qu'on va préparer le 80 km de Beldon, quoi.
Oui, ça va être oui, bien entendu, ça va être différent. Il suffit d'analyser, par exemple, les vitesses moyennes qui sont Mm. tenues au Templier ou à Veldon, que ce soit pour l'élite ou au niveau moyen, c'est complètement différent. Donc obligatoirement, c'est des qualités physiques différentes à développer, c'est sûr. Pour eux, parfois, enfin, ça sera pas une même durée d'effort, parce que du coup, je pense que le 80 de Veldon sera bien plus long en durée, mais ça sera pas les mêmes qualités requises aussi, ouais, c'est sûr. Et mentalement aussi, c'est pas la même projection. Romain, est-ce que tu as une question à poser? Là, comme ça, non. Comme ça, non. Ouais. Si je me positionne en tant qu'élite, hein, que je ne serai jamais, mais on peut quand même se positionner, se mettre à leur place dans le sens où on estime que la fin de saison a lieu vers octobre-novembre et qu'ils reprennent, on va dire, tous au Ventoux au mois de mars. Euh, que font-ils de manière générale dans leur entraînement entre cette période du mois de novembre et presque 6 mois, quoi, en fait? Alors, s'ils reprennent alors, certains ont terminé quand même justement un petit peu plus tard que novembre. C'est un petit peu le problème. Certains prolongent, parfois, parfois la réunion, mais on le voit bien avec la multiplication, par exemple, des compétitions, notamment d'ultra. La réunion qui était avant le Must, qui était peut-être la plus grande course, qui était même avant l'UTMB, c'est devenu une course je vais pas dire, enfin oui, c'est devenu une course régionale. J'ai pas peur de dire le mot en fait, parce qu'il y a plus le plateau qui pouvait y avoir avant d'élite. Il y a quasiment plus d'étrangers. C'est entre Réunionnais et quelques Français qui viennent, certains finir la saison, mais encore c'est vraiment une option quoi. Et je le Mm. vois hein, au niveau des athlètes dans leur programmation, bah on ira à la Réunion si voilà on a récupéré peut-être de l'UTMB ou du truc. Et c'est dommage parce que c'est une course extraordinaire. Mais c'est une réalité, c'est la réalité de beaucoup d'autres épreuves aussi qui sont devenues marginales parce qu'il y a trop d'épreuves et les Ouais. athlètes ils peuvent pas non plus se multiplier, se dédoubler et être présents partout et performants partout. Alors il y a certaines courses qui écrasent le calendrier, c'est peut-être un peu dommage, mais c'est aussi un peu la réalité. Alors qu'est-ce qu'ils font ces athlètes-là? Bah, déjà je pense qu'ils ont coupé et puis après, alors dans leur préparation hivernale, je pense que beaucoup, enfin ceux qui peuvent en tous les cas, sont sur de l'entraînement croisé. Enfin, moi, il y en a beaucoup parmi les miens qui sont en ski de fond, ski alpi. Alors ça, tant qu'ils peuvent être sur les planches, en fait, on privilégie ça parce qu'on parlait de développement cardiovasculaire. Ben, faire des courses de ski alpi, il y en a qui font des verticales en ce moment, par exemple à Courchevel, il y en a un petit peu partout en ce moment. Hein. On C'est a la vu saison Ludo du, Pomeré et voilà, Germain par Granger, je exemple. crois, récemment. Voilà, Mm. il y en a plein et ça, c'est une super préparation physique, c'est assez intense. Il y a à la fois le musculaire, le cardio, il y a tout ce qui redéveloppe les qualités de puissance, en fait, cardiovasculaire et musculaire chez l'individu, donc c'est Sans parfait en impact. termes voilà et sans impact, donc c'est parfait en termes Enfin, de préparation hivernale, ça ou ski de fond ou et cetera. Ceux qui ont pas la chance de passer par là et ben, moi, j'en envoie une grande quantité dans les crosses parce que là aussi, comment dire, ça va contraster complètement avec une saison qui a été longue, avec des courses longues parfois, et de repasser. Donc, et ça, c'est complémentaire de la préparation dont on parlait, c'est-à-dire redévelopper la VMA, PMA, etc. Aller faire les crosses, c'est aussi une très bonne école un peu de la course à pied en termes d'engagement, en termes voilà, cardiovasculaire, variation d'allure. Il y a énormément de choses à développer en termes de foulée, aussi de compétitivité, parce que là, on s'oppose à toute l'élite de la course à pied, donc c'est une super école. Donc voilà, en tout cas, on essaye de varier avec ce qui a été fait avant, et que ce soit les crosses ou le ski alpi ou le ski de fond, bah, c'est une préparation qui est quasi idéale ensuite pour arriver en forme au Ventoux avec de la caisse, avec de la puissance, avec tout ce qu'il faut, quoi. Après, bien entendu, il va falloir travailler sur cette durée d'effort, parce que le Ventoux, c'est quand même, même pour les élites, hein, on est à 4 heures. Donc, c'est quand même une durée importante qu'on n'a pas en ski alpinisme, qu'on peut avoir en ski de fond, mais voilà, pas toujours. C'est juste cet aspect-là ensuite qu'on va retravailler sur quelques sorties spécifiques, mais ça peut être aussi des sorties en ski de fond, en vélo, etc., quoi. Mm. si on part du principe qu'on commence sa saison en mars-avril, nous en tant que trailer non élite, et qu'on finit au mois d'août, fin août ou Mm. septembre, du coup, en ce qui concerne les séances d'entraînement et les blocs de préparation, on se situe quoi? Plutôt tout le temps sur de la préparation spécifique, où on alterne entre préparation spécifique, euh, euh,
Période compétitive, récupération, entraînement spécifique, période compétitive, récupération, c'est plutôt ça? Ouais, c'est quelque chose comme ça. Et en tout cas, déjà, ça serait une bonne chose de pouvoir commencer qu'en mars. Je trouve que c'est une très bonne idée. Mhm. Alors, si c'est le Ventoux, parfois ceux qui font le Ventoux, bah si les gens sont passés par exemple par la saison de cross, c'est même pas la peine de mettre un dossard en trail avant parce qu'ils sont déjà, on va dire, l'organisme a déjà été agressé suffisamment pour ensuite être opérationnel. Sinon, une petite course de prépa, 15 jours, 3 semaines avant, mais quelque chose de court. Ça peut être intéressant. Et puis à partir de là, bah, d'après aussi les sensations, hein, le ressenti sur la course, voir ce qui est à redévelopper. Ça peut être la durée, ça peut être la nutrition, ça peut être un manque de puissance, ça peut être toutes ces choses-là, quoi. Ça peut être de difficultés techniques en descente, ça peut être voilà, il peut y avoir énormément de choses à retravailler et du coup à replacer ensuite dans ces blocs pour ajuster et pour être au mieux sur les objectifs suivants. Parce que le Ventoux, c'est vrai que c'est un objectif important pour les athlètes, mais je ne sais pas si c'est l'objectif majeur. Alors, cette année, il le sera encore un peu plus parce qu'il est sélectif aussi, je crois, Oui, pour le il est prochain sélectif pour mondial. les Europes. J'en ai parlé Mm, avec Adrien voilà, c'est Séguret ça. là. Ouais. Mhm. Europe et puis peut-être même le mondial d'ailleurs. Pourquoi tu Non, dis Europe? je crois qu'il m'a parlé que de l'Europe, que des Europes, il me semble. Bon, Ah faut bon, que parce que je. ça existe maintenant les Europes. Bon bref, Mhm. ouais. Peu Ouais. importe. En tous les cas, il sera la première place sera sélective comme pour le championnat de France, quoi. Mhm. Donc c'est vrai que les élites, voilà, il y aura mais il y a toujours du monde de toute façon, qu'il soit sélectif ou pas, c'est pas ça qui va changer le truc, mais ça va être une course en effet importante, quoi. Et après, ben, c'est arrivé aussi il y aura toujours quand même des petites phases de récupération hein, après ces courses-là pour régénérer, puis voir ensuite ce qu'on va développer. La période spécifique, c'est une période aussi qui est intéressante, mais c'est clair qu'il faut se redonner le temps de redévelopper, d'optimiser justement tous les points qu'on a à travailler, quoi. Faut pas aller se perdre ensuite dans une succession de compétitions, parce que c'est clair que la compétition permet de progresser, c'est sûr, mais si on les répète un petit peu trop, au bout d'un moment, il y a une baisse de la capacité de performance quand même qui s'observe. Ok. Tu parlais tout à l'heure des évaluations, Pascal, et Romain Mm. aussi, je crois que vous en parliez. Quel type d'évaluation on peut faire tout au long de l'année pour vérifier un peu notre niveau? Alors, je pense Alors, il y a des tests VAMEVAL, par mm. exemple. Oui, alors, oui, exactement. Alors, il y a quelques tests qu'on peut faire sur le terrain. Donc, en effet, un test de VMA. Alors, c'est vrai que si on n'a pas de protocole, c'est toujours un petit peu compliqué parce que l'idéal, c'est de faire justement un VAMEVAL ou un type VAMEVAL, c'est-à-dire un test progressif, en fait, qui va nous amener progressivement à la vitesse, à la vitesse maximale aérobie. Ça peut se faire aussi sur tapis, pourquoi pas, si vous pouvez programmer ça sur tapis. Et du coup, ça permet d'avoir un protocole parce que si on a un tapis sur lequel on peut programmer l'incrément de vitesse, ça peut être intéressant. Sinon, bah, ça peut être selon les niveaux, un 4, 5 ou 6 minutes de Mini Cooper, mais je le conseille jamais trop parce qu'il faut savoir bien se gérer euh, pour faire ce type de test, quoi. Donc l'idéal, c'est un test progressif qu'on va compléter par un temps limite à VMA, c'est-à-dire je pars à la vitesse maximale aérobie atteinte et je tiens le plus longtemps possible. Parce qu'à VMA égal, on va voir qu'il y a des différences très importantes en termes de temps limite. Et ça détermine déjà des capacités de performance différentes chez les athlètes. Après, il y a le test de VMA ascensionnel. Donc, puisqu'on parle de VMA, il faut que ça soit sur un temps entre 4 et 6-7 minutes, pas plus en tous les cas. Donc, il faut choisir une pente, on va dire, la plus raide possible, c'est intéressant. Et puis, par exemple, 100 mètres de dénivelé positif qu'on va avaler le plus rapidement possible. Et bien sûr, autant les VMA, ça se compare, les VMA ascensionnels ne se comparent pas. Donc, il faut que le même individu refasse le test au même au endroit. même endroit. Voilà. Moi, actuellement, par exemple, c'est des tests que je fais passer à mes athlètes pour certains et ça donnera une référence pour la suite ensuite de ce qu'on va faire et puis on y reviendra ensuite pour voir si ça a progressé. Ensuite, on peut pourquoi pas se faire un petit, alors nous dans les évaluations, c'est ce qu'on fait faire à nos jeunes, c'est des tests sur ce qu'on appelle un circuit trail qui peut être plus ou moins long, entre 5 et 5 km, quelque chose de court. Mhm. Euh, voilà, avec le cardio, et puis là, on mesure aussi le chrono. Donc, c'est plus un test, on va dire, d'allure au seuil, mais c'est une donnée qui est intéressante. Et puis après, il y a tous les tests qu'on peut faire en labo si on se rapproche d'un centre de médecine du sport. Alors, ça va dépendre aussi lesquels, bien entendu, mais où on peut évaluer encore une fois VO2 max,
Alors des VMA, c'est pas sur le tapis, c'est pas très intéressant, mais on peut évaluer les économies de course. Ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça nous donne. Alors, c'est bien d'avoir la cylindrée du moteur avec la VMA, par exemple, mais là, on a aussi la consommation du moteur avec l'économie de course. Et ça peut faire des différences extrêmement importantes aussi entre les athlètes. Donc, moi, j'aime bien faire passer mes athlètes, élites ou non. Là, actuellement, on a des protocoles de recherche en cours aussi où on fait beaucoup d'économie de course à plat et en montée, parce que les deux sont importants. Donc c'est pas encore quelque chose qui est bien intégré, enfin qui est même pas du tout, c'est pas du tout intégré encore par les centres de médecine du sport, ce type de paramètres et de calculs à prendre en compte, malheureusement, sauf sur ceux qui sont associés pour nos tests spécifiques trailer. Donc actuellement, pour ceux qui écoutent, il y a Toulouse avec le docteur Fabien Pillard, que Qu'on salue, tu as, Fabien. voilà. Ouais. Exactement. Et puis il y a aussi Adol dans le Jura avec Samuel Béliard, qui est aussi un trailer et le responsable du centre de médecine du sport. Et on peut passer aussi à la Croix-Rousse à Lyon. Après, via ton mail, je peux renseigner les personnes pour passer ce type de test, parce que du coup, là, on peut repartir avec une économie de course à plat, une économie de course en montée, une vitesse ascensionnelle, par exemple, à 15%, et on peut se comparer, enfin, moi, je peux comparer les personnes à l'élite, hein, puisque on Mhm. a fait passer Sylvain Cachard, Thibaut Barognan, Baptiste Fourmont, voilà, tous ces athlètes-là qui sont les meilleurs Français et parmi les meilleurs mondiaux en montagne. Ils ont des valeurs de référence, par exemple, sur ce type de test. Et puis aussi, comparer les économies de course, ça c'est extrêmement intéressant. Parce qu'on peut être, par exemple, relativement économique à plat, puis s'apercevoir qu'en montée, eh bien, on n'est pas du tout économe, quoi. Et ça va être très, très coûteux. Pour des mêmes données de base, c'est-à-dire cardiovasculaires, de VO2 max, etc., on peut avoir des différences sur une heure, on peut avoir des différences qui vont jusqu'à 10 minutes, par exemple, d'écart, uniquement dues à l'économie de course. C'est-à-dire si on met des coureurs de même VO2 max, de même VMA à plat, et ça on avait déjà fait l'expérience, et on les fait courir à une même intensité en montée, on peut avoir 10 minutes d'écart sur une heure d'effort, par exemple, dans une pente à 25%, ce qui est monstrueux. Il faut Mhm. imaginer après sur un ultra ce que ça peut donner comme différence. C'est-à-dire celui qui est moins économe, s'il veut rester à la même vitesse que le plus économe, il va falloir qu'il augmente son intensité d'effort. S'il augmente son intensité d'effort, il va être moins endurant parce qu'il va aller plus vite et puis il va taper un peu plus dans les réserves de glycogène et il va se fatiguer plus vite. Il va utiliser un peu plus de fibres rapides et ainsi de suite, quoi. Il y a toute une cascade d'événements qui font qu'il va aller moins loin de toute façon, il sera moins performant. Voilà. On va faire certainement un épisode prochainement sur l'économie de course, on l'a dit. Mhm. Moi, c'est assez flou cet aspect-là, je t'avoue. Je pense que ça mérite un épisode à part entière. Ouais. Bon. Vas-y, vas-y. Non, non, pas grave, mais juste en deux mots, ce que je disais, voilà, que si on compare le coureur à la voiture, en fait, hein, la Mhm. VMA, son VO2 max, c'est la cylindrée de son moteur. Si j'ai un litre enfin, si j'ai une Clio 1 litre 1, si j'ai une Mercedes à 4 litres, par exemple, c'est pas les mêmes capacités de puissance, de vitesse, etc. Donc ça, c'est le moteur. Et après, il y a la consommation au 100 km. Une voiture qui consomme 5 litres ou une voiture qui consomme 8-9 litres, voilà, pour un même réservoir de carburant, il y en a un qui va aller plus loin que l'autre. C'est pareil pour les coureurs. Il y en a qui consomment tant d'oxygène par unité de distance et d'autres qui en consomment bien plus, 10, Mhm. 20, 30% de plus. Ceux-là, ils seront obligatoirement moins endurants, moins performants, parce qu'il va falloir qu'ils mettent plus d'intensité. Enfin, disons, ils vont brûler plus d'énergie par unité de distance. Donc, ils iront moins loin de toute façon, ou Ok. moins vite. Mm. On y reviendra sur ce sujet-là, très très intéressant. Si je me place, là ça va être un peu compliqué comme question, mais si je me place dans le cadre de la préparation d'un trail relativement court, entre 20 et 30 km, donc dans le cadre d'une performance, hein, sur un rythme assez important, Mhm. comment tu nous conseillerais d'envisager la préparation des quelques mois qui précèdent? Ouais, c'est compliqué, c'est une question, parce que c'est large, C'est c'est large. très large. D'abord, toi, c'est intéressant, je vais relever ce que tu as dit, parce que tu dis préparer une épreuve courte, etc., 20-30 km. Tu aurais dit ça il y a 20-30 ans à des coureurs, tu vois, ils t'auraient C'est pris vrai. pour un fou furieux, parce que on va être quand même sur une durée d'effort qui peut être celle d'un marathon selon le Mm, dénivelé. tout à Et le fait. marathon, autrefois, c'était le Graal de l'endurance, quoi. Mm. Donc, il faut revenir aussi à des choses
on va dire, C'est clair. raisonnable. C'est-à-dire qu'un trail court, ça reste quand même pour le commun des mortels quelque chose de très long en termes de durée d'effort à préparer. C'est-à-dire dès lors qu'on dépasse les 2-3 heures d'effort sur une course, on rentre déjà dans du long quelque part. Mhm. Alors nous, on a mis l'appellation court parce que relativement à l'ultra, c'est court, mais ça reste long et donc ça reste une préparation qui est compliquée. Après, ben, il va falloir travailler un peu tout ce qu'on a dit. C'est-à-dire, certes, il faut optimiser. Ben, ça revient à ce qu'on a dit dans différents podcasts, c'est-à-dire cette fameuse polarisation de l'entraînement. Elle est à l'œuvre de partout, et que ce soit du coup en trail court ou en trail long ou en ultra, il va falloir consacrer quand même quelques séances, en gros, enfin 20% de son travail au développement de la puissance aérobie, que ce soit à plat ou en montée. Donc la VMA ascensionnelle, c'est une partie importante. Donc de conserver ce travail qualitatif, c'est essentiel en fait, d'un point de vue physiologique, d'un point de vue enzymatique, d'un point de vue musculaire, enfin de tout point de vue, il faut absolument garder une part de travail qualitatif. Et même pour un ultra trailer, c'est pas parce que je vais faire très long que je ne dois que faire des entraînements très longs. On a longtemps parlé déjà de tous les soucis que ça pouvait apporter. Donc bref, il y a cette partie-là. Et puis, bien entendu, il y a une partie quand même développer à la fois sa capacité aérobie et son endurance. Alors les deux sont différentes, hein. Capacité aérobie, c'est la capacité à tenir un effort de longue durée. Et l'endurance, c'est la capacité à tenir un certain pourcentage de sa puissance maximale, donc ici de sa PMA ou de son VO2 max, qu'on ne peut pas raisonner à plat en trail, à tenir un certain pourcentage, donc sur une durée ou une distance donnée. Et ça fait aussi des grosses différences. Sur, on sait par exemple que sur 1 heure et demie, 2 heures d'effort, on peut tenir entre 80-85% de son intensité maximale. Si je bascule sur un 80 km, je vais peut-être passer entre 60 et 70% et ainsi de suite, quoi. Donc cet indice-là, il est extrêmement important parce que selon les athlètes, il va être plus ou moins élevé et il peut faire une grosse différence. C'est-à-dire, on se rend bien compte que sur un ultra, ensuite, certes, la VMA, elle est nécessaire, mais elle est très loin d'être suffisante. C'est pas parce que j'aurai optimisé la VMA que je vais être performant sur la Saint-Élion ou sur un trail court. Donc, tout ça, il faut le travailler encore une fois conjointement, c'est-à-dire le pôle puissance aérobie, et puis dans le pôle basse intensité, il y a toutes les intensités on va dire de 60 à 80-85% qu'il faut développer. Et puis ensuite, bien entendu, travailler sur l'intensité spécifique. C'est-à-dire si moi j'ai repéré que sur mes 3 heures d'effort, je sais pas, on part sur 3 heures d'effort ou 3-4 heures d'effort, je suis autour des 75% d'intensité, et ben je vais travailler voilà, entre 75 85 80%. Je vais travailler des séances spécifiques où je me mets dans cette plage d'intensité-là via les fréquences cardiaques et où j'essaie d'être le plus régulier possible et d'avaler les difficultés en restant à une même zone d'intensité parce qu'on avait déjà dit que via une stratégie de pacing un peu adaptée, on va être plus performant sur le long. Si je suis capable de garder une intensité régulière, au final, mon niveau d'intensité moyen sera plus élevé que si j'ai eu des sautes un peu dans mon intensité, et notamment dans les montées. Très souvent, chez les non-experts en montée, les fréquences cardiaques s'élèvent, donc l'intensité s'élève, et ça, c'est au détriment de la performance finale, en fait. Donc ça, il va falloir le travailler très spécifiquement. Travailler, si on a besoin des bâtons, travailler aussi sa technique bâton, à tout point de vue, c'est-à-dire monter, ce qu'on en fait à plat, les ranger, les ressortir, de la stratégie, de la locomotion, de la biomécanique, tout ça, ça doit se travailler à l'entraînement. C'est important parce que le jour J, si on n'a jamais travaillé avec ces bâtons, ça va être une perte de temps et d'énergie, donc c'est que ce serait complètement inutile. Travailler son alimentation, il faut le faire en amont, c'est pas le jour J qu'on va tester des nouveaux produits ou des choses comme ça. Voilà, il y a plein de choses, quoi. Il faut être au top au niveau de sa force, son endurance de force, de sa technique aussi, bien entendu, descente aussi, enfin montée, mais aussi descente, et surtout descente d'ailleurs. Donc il y a énormément de choses à travailler, donc il n'y a pas de quoi s'ennuyer, et il faut bien comprendre que tout ça, tout ce type de travail, ça rentre pas dans une semaine de travail. Donc dans les cycles qu'on propose, il va falloir obligatoirement alterner. Ça peut pas être tous les lundis je fais ci, tous les mercredis ça et tous les vendredis ça, c'est pas possible. Il va falloir faire des roulements dans les séances parce qu'il y a peut-être une dizaine de paramètres à travailler en trail, quel que soit son niveau, et il faut penser à travailler tout ça, à l'intégrer dans son travail, peut-être ajouter du renfort si on est en déficit aussi, enfin avoir au moins des routines de renfort, voire des séances dédiées. Donc il y a plein de choses à faire qu'il va falloir pouvoir placer dans sa programmation d'entraînement. Voilà.
Donc, faut faire le deuil de comme on faisait avant sur le stade. Par exemple, mardi, c'est VMA, jeudi, c'est seuil, puis dimanche, c'est la sortie longue. Ça, en trail, on essaye d'oublier, quoi. Même si le week-end, normalement, on a un peu plus de temps. Donc, on va faire les sorties en effet un petit peu plus longues, à pied ou en croisée. Mais ensuite, dans l'articulation des séances de la semaine, il faut varier aussi un maximum. D'accord. Ok. Bon, très clair. Romain, est-ce que tu as une question ou un élément à apporter avant de terminer? Ouais, on parlait de nutrition. Là, tu disais qu'il faut spécifique, enfin, il faut rajouter de la nutrition dans nos entraînements. Est-ce que on prévoit aussi un planning de nutrition? Je teste ça pendant une semaine ou je sais pas. Bah, c'est une très bonne question et c'est très juste. En effet, si tu as des choses bah, la problématique de la nutrition, tu l'as rencontrée puisque tu fais du long, c'est que il y a certains aliments, certains goûts, certaines saveurs que tu peux tolérer pendant un certain moment, ou alors soit un certain moment à l'effort, 3-4 heures, et puis après tu vas avoir une aversion, par exemple, soit tu vas tolérer ça pendant 2 mois, 3 mois, et puis à un moment ou un autre, boum, d'un seul coup, tu as une aversion pour le produit, tu sais pas pourquoi. Donc en effet, tous les produits se testent sur des durées relativement longues. On reproduit tout ça. Il faut être certain que le jour J, tu n'aies pas de problématique en tous les cas avec l'aliment, quoi. Et puis encore une fois, comme tu as dit, la nutrition, c'est pas aussi, enfin, elle n'est pas que sportive, elle est aussi au quotidien dans ce qu'on fait. Parce que sinon, si on s'y prépare que pour la course, c'est clair que c'est largement insuffisant. Mais je crois que ça, avec Manon, vous Mhm. en aviez parlé aussi lors du podcast. Mais enfin, et je crois que tous les trailers et ultra trailers ont des démarches maintenant nutritionnelles qui sont avant tout des démarches de santé, de bien-être dans leur quotidien aussi, parce qu'ils s'aperçoivent que si, enfin, je vais pas dire faire des écarts, parce que c'est aussi bien de voir un peu, lâcher un peu de lest et puis se faire plaisir, surtout, ça c'est très important. Mais en tous les cas, tout le monde fait un petit peu attention au quotidien à ce qu'il va manger, parce que c'est le carburant de l'effort, mais aussi du bien-être, pas avoir de problèmes intestinaux, pas avoir des tas de choses comme ça, quoi, pas susciter la perméabilité intestinale. Enfin, il y a des tas de problématiques et qu'on peut régler au quotidien. Et puis après, ben, pour les produits qu'on teste, ouais, c'est important de les tester parce que ce qui va pour l'un va pas aller pour l'autre, puis ce qui va pour l'un à un moment donné n'ira peut-être pas quelques mois plus tard, quoi. Donc c'est pour ça que je disais que ça prend beaucoup de temps, une stratégie nutritionnelle adaptée. Et puis même chez les coureurs extrêmement expérimentés, ben, parfois ils arrivent à commettre à nouveau une erreur, enfin pas une erreur, mais ben, ils se font avoir par quelque chose qu'ils pensaient bien passer, et puis en fait qui passe pas. Donc il faut repartir sur un nouveau produit, retester autre chose, etc., quoi. Donc en fait, c'est du renouvellement constant, mais c'est comme l'entraînement. Il n'y a jamais rien qui est établi en fait en termes d'entraînement. Et je crois qu'en termes nutritionnels, tout ce qui touche à la physiologie du corps, enfin à la physiologie de l'être humain, de toute façon, c'est du renouvellement constant, c'est de l'adaptation constante. Donc il n'y a jamais rien qui est fixé, quoi. Il faut partir de ce principe-là et puis se renouveler constamment dans ce qu'on fait, quoi. Ok. Pascal, est-ce que tu pourrais resynthétiser, si tu peux, les grandes lignes directrices pour planifier sa saison? Et puis après, Oui, on terminera tout sur à ça. fait, parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais on commence, bah, comme l'a dit Romain au tout début, c'est-à-dire on commence par, on prend son calendrier. Alors déjà sur la saison, mais comme on l'a dit, on peut le faire aussi sur plusieurs saisons, mais sur la saison, on prend le calendrier et on place les objectifs principaux qu'on souhaite faire. Ça, c'est important en vérifiant qu'on ait pu avoir des dossards parce que maintenant, on est dans une discipline, on n'est pas sûr de courir tout le temps. Mhm. Bref, donc on fixe ces objectifs principaux et on en met très peu. Pour être vraiment prêt à un objectif principal, ben, on n'a pas 5-6 pics de forme dans l'année, malheureusement. C'est long de revenir à un pic de forme. Et une fois qu'on l'a atteint, la descente peut être aussi longue de l'autre côté du toboggan. Il faut remonter, ainsi de suite. On, on parlait avant de 2 pics de forme en termes de marathon. Alors, selon les types d'entraînement, on peut imaginer plus, mais c'est assez complexe. Donc, il faut du temps. Il faut du temps de préparation, il faut du temps de récupération. Donc, plus on va faire de l'ultra, du long, moins on a d'objectifs quelque part. C'est pas plus compliqué que ça. Raisonnablement, on ne devrait pas avoir plus de 2 objectifs par an en termes d'ultra. Au-delà, c'est déjà déraisonnable, même pour les élites. Alors, on voit des élites en faire plus, mais certains en font un petit peu sous la jambe. Il y a certaines courses qui sont de la prépa, qui se font pas à intensité max, qui prennent ça comme des grosses sorties, ça peut être ça. Puis d'autres qui en font trop, ça c'est une évidence. Mais en tous les cas, ceux qui perdurent, qui durent,
sont ceux qui ont une approche, quand on regarde François, par exemple, il fait pas 4-5 ultras dans l'année, hein. Généralement, c'est assez réduit. Et cette année où il en a fait deux assez proches, ça a été très difficile, même pour lui, quoi. Donc Mhm. c'est pour montrer la difficulté. Pour quelqu'un qui a cette expertise-là depuis des années, un niveau d'entraînement exceptionnel, qui est professionnel, voilà, ça a quand même été très compliqué d'enchaîner deux ultras de grande facture, quoi, et d'être présent sur les deux à 100%. C'était pas le cas à l'UTMB, il n'était pas à 100% malheureusement. Donc c'est aussi une leçon de voir ce genre de choses. Mais depuis l'UTMB, est-ce qu'on a entendu parler de François? Je crois pas. C'est-à-dire, il y a des grandes phases de récupération chez cet athlète. Alors après, il se reprépare, etc. Mais des grandes phases sans compétition. Ça, c'est important à intégrer, quoi. Dans ce sens-là, c'est un modèle. Donc voilà, on place ces objectifs principaux qu'on va espacer. Si je fais deux ultras, je les mets pas le 20 mai et le 5 juin, quoi, si c'est possible. On les espace le plus possible. Si c'est au moins 3 mois, c'est bien en fait, parce que on a déjà parlé de fatigue, mais on pense parfois avoir récupéré, et puis il y a des phénomènes résiduels qui sont là. La fatigue, elle a plein de niveaux différents, niveau physiologique, et des fatigues peuvent ressurgir, voilà, 2-3 mois après, sans qu'on s'en rende compte, quoi. Donc on espace tout ça, et puis ensuite, à partir de ces objectifs-là, eh ben, on cale nos fameuses périodes de préparation. Donc, avant le premier objectif, on met les périodes dont on a parlé, préparation générale, spécifique. Après, on rentre dans cette période compétitive. Donc, ça veut dire qu'il faut un minimum, avant un premier objectif, un grand minimum de 4 mois de préparation. On va pouvoir intégrer du général et du spécifique. Si c'est plus, c'est encore mieux. On a parlé de novembre à mars, par exemple. Voilà, ça nous laisse quand même du temps de préparation assez important. On parlait, Eric Lavry, par exemple, qui a terminé, mais je crois qu'il va venir au Ventoux d'ailleurs pour faire même si cette année la prépa c'est le championnat du monde de 100 km à Berlin, et puis ça sera aussi la Réunion, mais la première course de l'année ça sera le Ventoux, et sa dernière compétition c'était au mois de septembre aux 100 km à Amiens par exemple. Donc voilà, ça s'est arrêté là la compétition, et il va remettre un dossard au Ventoux en mars par exemple. Mhm. Donc c'est aussi des modèles, parce qu'Eric ça fait aussi 10 ans qu'il est là au top niveau et qu'il peut se renouveler, qu'il est toujours présent et performant, parce qu'il y a aussi des grandes coupures chaque fois, quoi. Donc voilà, c'est le principe d'abord, placer ces objectifs principaux, placer peut-être deux, trois courses de préparation avant, au milieu, on peut en remettre une petite pour voir où ça en est, une course de fin de saison, ça peut être des petites courses régionales plaisir aussi. Après, si c'est des courses courtes, ça peut être pris aussi comme des séances, faut pas non plus les multiplier Mhm. à l'infini, mais une course de 15-20 km, un petit trail ou une course nature vers chez soi, c'est parfait, en préparation ou en séance du dimanche, parce que ça va changer un peu du train-train de l'entraînement, des choses comme ça. Donc ça, c'est intéressant. Mais voilà, sur l'année, on doit avoir un nombre d'objectifs quand même restreint, et le temps le plus important, c'est celui de la préparation, c'est pas celui de la compétition. Ouais, très bien. Écoute, c'était très clair. J'hésite à te poser la question si tu as un point de vue sur les. Tu en as parlé légèrement tout à l'heure, mais les gens, les coureurs, souvent un peu médiatisés aussi, qui enchaînent les ultras. Euh, il y en a beaucoup qui disent qu'ils sont pas forcément obligés de suivre les règles qu'on établit, mais toi, quel risque particulier tu y vois? Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, je pense que, en effet, certains les multiplient, mais ça va dans le sens contraire de la performance. Je pense que ces personnes-là ne sont jamais performantes à 100%, quoi. Elles sont sur un 80-90% selon les courses. Alors, il y en a quand même deux, trois qui ont des résistances exceptionnelles, qui arrivent à en passer, mais ça tuerait beaucoup d'autres. Et il y en a beaucoup d'autres qui se fracassent en faisant bien, bien moins. Donc, c'est vrai qu'il y a deux, trois cas exceptionnels, mais je conseille pas du tout de le faire si on va avoir une démarche on va dire, de performance à long terme et de plaisir à long terme, quoi. Mhm. Donc, je le déconseille fortement. C'est toujours possible de le faire, hein, mais après, moi, chaque fois, je vois des articles où on glorifie les personnes qui enchaînent énormément d'ultras, et il y en a quelques-uns comme ça. À chaque fois, ça me désespère un petit peu quand même, parce que je pense que c'est vraiment pas ça qu'il faut mettre en avant dans notre activité. C'est pas le fait de pouvoir enchaîner, passer de l'UTMB au Tour des Géants, et puis le Tour de je sais pas quoi. Je vois pas d'intérêt en fait. Ça, c'est des choses qu'on peut faire pour soi, à la limite. Euh, Mhm. mais médiatiser ce genre de choses, même par rapport à tous les jeunes, parce que maintenant, il y a énormément de jeunes qui démarrent l'activité par le trail. Moi, j'ai pas envie que ce soit des modèles pour les jeunes, ce genre de personnes, et donc on les mette en avant. C'est leur liberté, c'est très bien, elles font comme elles ont envie de faire, mais après que les médias rentrent dans cette surconsommation-là,
moi ça Ça te m'exaspère un petit dérange? peu. Hmm. Oui, ça me dérange un peu parce que ce sont pas des bons modèles. Alors on a parlé de François qui pour moi est un modèle par exemple dans l'activité, ou d'Éric qui est aussi un modèle dans l'activité, et beaucoup d'autres comme ça d'ailleurs, hein, mais Mhm. qui sont là depuis longtemps et qui durent, et voilà, avec des qualités différentes pour certains. Ou alors on peut parler par exemple d'un Nico Martin aussi qui dure énormément, avec pourtant des charges de travail très importantes, mais une capacité aussi de l'organisme à encaisser ces charges qui est exceptionnelle, ce qui fait aussi sa qualité de haut niveau, même si je crois qu'il en fait quand même moins qu'avant et qu'il se ménage aussi maintenant des bonnes parties enfin des bonnes périodes de récupération qu'il faisait peut-être un petit peu moins avant. Voilà, on a quelques coureurs comme ça, ou un Julien Rancon, voilà, par exemple, qui est pour moi le modèle absolu de coureur de montagne et d'ultra, ben, un Stéphanois. Mais voilà, Julien, Manu Messa, pour moi, ce sont deux modèles extraordinaires parce que c'est pas 10 ans qu'ils sont là, c'est plus de 20 ans Mhm. qu'ils sont au top niveau dans la course de montagne et dans le trail, et qui d'année en année continuent encore à performer, même si Manu là-dessus a une blessure qui l'a un peu tenu éloigné, mais c'est très rare. Donc voilà, il y a des modèles comme ça, et c'est vrai qu'on les met pas souvent en avant parce qu'ils sont discrets justement. C'est un peu ça le problème. Et on va médiatiser ben, ceux qui se montrent un peu tout le temps à courir partout, alors qu'on devrait plutôt médiatiser ceux qui sont dans l'ombre et qu'on voit pas pendant un bon moment. Mais le jour où il y a une compétition, ils sont présents à 200%. Qui font comme Julien, top 10 au Golden Trail Series, par exemple. Par exemple, voilà, ce genre de choses. Bah oui, oui, oui. Bah, c'est la performance, elle est là, quoi. Ouais. Mhm. Ou même ou un Thibaut Barognan aussi, hein, Mhm. qui gère bien ses saisons et qui les accumule. Il y a beaucoup de modèles comme ça qu'on peut mettre en avant. Voilà. Mais la surconsommation de distance, je pense que ça crée beaucoup de torts et de dommages. Voilà. Et il faut pas déplacer la performance. Pour moi, c'est pas d'accumuler, c'est pas celui qui accumule le plus de kilomètres. C'est celui qui, sur un kilométrage donné ou une durée donnée, est capable d'être le plus rapide, ou enfin, ou en tous les cas d'optimiser son potentiel. Parce qu'on peut être performant, même en étant en queue de peloton, on peut être très performant si on a optimisé ses qualités physiques. Mhm. Moi, j'ai quelques athlètes, par exemple, qui ont de très faibles qualités cardiovasculaires, mais que je trouve performants parce qu'ils arrivent. Parfois, l'objectif, c'est de passer les barrières horaires pour certains. Et ça, c'est leur performance. Et y arriver, quand on voit le peu de conditions physiques qu'ils ont au départ, très faibles en fait, hein, parce qu'ils ont un tout petit moteur, et d'arriver à optimiser ça et d'arriver justement à passer les barrières sur des grandes courses, et c'est pas toujours simple, ben ça c'est une performance, et c'est Mhm. très encourageant, et c'est peut-être ça aussi qu'on devrait montrer parfois, quoi. Voilà. Est-ce que, on va terminer avec ça, est-ce qu'il y a aujourd'hui des études scientifiques qui commencent à montrer un peu du doigt les pratiques excessives de l'ultra-endurance et notamment l'ultra-trail ou pas? Alors on a vu, Ben j'ai enregistré récemment avec Benoît oui, Mauvieux là, sur le à trail Clécy, ouais, scientifique de Clécy. On ouais. devrait avoir les résultats d'ici peu, enfin d'ici 6 mois, un an. Mm, mm. Est-ce qu'on a des résultats qui prouvent... C'est toujours le problème du suivi longitudinal. Alors, hmm, Guillaume Millet à Saint-Étienne avait entamé ce type d'études. Malheureusement, le Covid est passé par là. C'est-à-dire, il voulait suivre les athlètes, au moins déjà, enfin beaucoup d'athlètes, sur une année dans leur pratique de l'ultra, et ils allaient venir 4 fois, et on allait mesurer énormément de paramètres à chaque fois. Et puis le Covid est passé par là, et du coup ça s'est un peu avorté. Mais c'est très compliqué en fait de mhm. suivre des individus sur tout un tas de paramètres. Il faudrait les suivre depuis 10 ans, quoi, pour avoir des données qui soient fiables. Donc non, on manque cruellement de valeur en fait. On parle que de cas comme ça isolés qu'on peut connaître, et dont on peut mesurer le niveau de performance, mais sinon c'est assez complexe. Ouais. Mm. Ok, Romain, est-ce que tu veux dire quelque chose pour terminer l'épisode? C'est vrai que pour parler sur le dernier sujet que tu viens de dire, j'avais discuté avec mon médecin du sport de trail qui suit pas mal de trailers, et elle me disait qu'il y avait des études qui commençaient à sortir sur des trailers qui étaient commencés à être âgés, qui avaient des problèmes de cœur, comment dire, de cœur qui changeaient de rythme cardiaque. Alors, je saurais pas dire sur quelle étude elle avait lu Mm. ça, mais des gens qui avaient trop de charge et du coup qu'on pouvait penser qu'il y avait un cœur très, très performant qui, euh, qui avait des problèmes de cœur d'avoir eu trop de charge pendant trop longtemps. D'accord, ça j'ai pas entendu, pour avoir écrit un article justement dans le hors-série sur justement les problématiques cardiaques à l'effort. J'ai pas eu de retour là-dessus, mais du coup ça serait intéressant
Ça serait intéressant, ouais, d'avoir ça. Mhm. Mais alors, ça peut être aussi des cas, oui, ça peut être aussi sur des cas isolés de Des surcharge cas de isolés, travail. Mais bien sûr. normalement, le cœur, c'est le seul organe, on va dire, de l'organisme qui est capable de se mettre en protection justement dans ces démarches d'ultra-endurance en abaissant justement le rythme cardiaque, ce que tu peux observer après 6-7 heures d'effort, par exemple, et les phénomènes inflammatoires qui se mettent en place et le cœur réduit en fait le nombre de battements. C'est un phénomène de protection via une augmentation du volume d'éjection systolique. Mais sinon, des problématiques cardiaques, alors il y en a hein, parmi les trailers comme parmi d'autres types sportifs, mais dû à l'activité trail, ça j'avais pas entendu encore. D'accord. Mais je regarderai, c'est possible. Bon, on assure la veille. Ça marche. Merci beaucoup Pascal et Romain pour cet épisode Merci encore à une fois vous. très qui nous a apporté plein d'informations. Et puis le conseil moi que je peux donner aussi, si je peux me permettre, c'est effectivement de bien choisir ses objectifs, de les réduire et d'y arriver préparé le plus possible. Et ce qu'on dit souvent, c'est quand on arrive à un objectif, c'est déjà qu'on a bien travaillé pour y arriver sans blessure, donc c'est déjà pas mal. Merci Pascal, merci Romain, je vous souhaite une bonne journée et puis à très vite. Merci, à bientôt. Merci. Salut. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment et que vous avez appris certaines choses dans la planification de nos saisons en compagnie de Pascal Balducci. Et je remercie également Romain Guyot de nous avoir accompagnés pendant cet épisode. Si vous souhaitez rejoindre le LTP sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, rendez-vous sur Let's Try Podcast sur Facebook ou Instagram. Vous pouvez également me suivre sur LinkedIn ou Strava à Nicolas Guilleneuf. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du Let's Try Podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, et surtout n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut!